Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Nous vous retrouvons après cette courte pause avec Philippe Candeloro, patineur mondialement connu. Thomas, nous allons nous laisser glisser vers vous afin que vous nous présentiez notre invité à travers son portrait inattendu. Oui, Philippe, nous recevons aujourd'hui Philippe Candeloro, mais permettez-moi de vous appeler Don Candeloro, car vous avez été le parrain du patinage artistique français pendant tant d'années, mais cela vient de loin. Car vous êtes né un 17 février, d'origine italienne par votre père qui était maçon. Vous êtes issu d'une fratrie de 4 enfants, vos origines étant modestes. Vous débuterez à l'âge non pas de glace, mais de raison, car c'est à 7 ans que vous chaussez les patins pour la première fois et vous conserverez de fait le même entraîneur André Brunet pendant toute votre carrière. Vous serez celui qui, au-delà de son palmarès, démocratisera et popularisera le patinage artistique. Mais parlons un instant de vos succès qui ne laissent pas de glace et retenons les plus prestigieux. Médaille de bronze aux JO d'hiver en 1994 et en 1998, vice-champion du monde en 1994 et hop, double salto pour devenir 5 fois champion de France. C'est à l'âge de 26 ans que vous déciderez de mettre un terme à votre carrière amateur et deviendrez professionnel. Et sans flipper, j'espère que vous la tenez celle-là, vous deviendrez 2 ans plus tard champion du monde en 2000. C'est au début de ces années-là que l'on commencera à vous voir dans d'autres rôles que patineur en figure libre et non imposé, car tour à tour, vous serez chroniqueur, consultant, acteur et animateur au cinéma, à la télévision et à la radio, jusqu'à former ce couple très cathodique avec Nelson Montfort. Mais laissons un instant la parole à Nelson, car c'est lui qui probablement parle le mieux de vous. C'est un merveilleux camarade et c'est quelqu'un avec lequel j'ai un bonheur non seulement de travailler, mais en plus d'être ami. Bon, je ne vous apprendrai rien en vous disant que Philippe et moi n'avons pas tout à fait le même style. Alors là, Nelson, what else? Mais quel plaisir de vous recevoir, Philippe Candeloro, dans Osez investir, car on peut le dire, vous avez un sens aigu de l'argent et vous parlez cash, ça tombe bien. Celui qui pourrait être appelé le grand radin a commencé en partageant la note du restaurant de son premier tête-à-tête avec Olivia Darmon, chorégraphe de son état et qui deviendra votre épouse. Mariage d'ailleurs où vous convierez 600 personnes sur la patinoire du Palais Omnisport de Paris-Bercy et que vous ferez sponsoriser en vendant l'exclusivité au journal Hola. Mais au fait, comment dois-je vous appeler? Philippe ou Alain? Écoutez. On m'appelait le Alain Delon du patinage. Oui, j'ai même commencé à parler à la 3e personne à un moment donné. Allez, le moment est venu, mon cher Philippe ou Alain. Il, vous, lui, je ne sais plus à qui je parle, de vous faire entrer sur la glace de vos exploits. Sans aucun pic, soyez-en assurés. Bonjour, Philippe Candeloro. Bonjour tout le monde. Philippe Candeloro. Pas mal le portrait, hein, bien. Ça vous a plu? Ah ouais, ça m'a plu. Y a-t-il une vie après le patinage? Autant que ça soit fini d'ailleurs, parce que c'est pas totalement fini. Oui, j'ai envie d'aller jusqu'à mes 50 ans. Alors en ce moment, je dérouille pas mal au niveau des hanches, ça commence à couiner pas mal. Donc il me reste 1 an à tenir. Donc, j'ai un grand projet de spectacle télé autour du patinage, mais plus pour parler de ma vie d'homme et des gens qui m'ont fasciné pendant ma vie, pas pendant ma carrière. Et à travers ça, c'est de faire une émission de télé comme il se faisait à l'époque avec les années Twist. C'est-à-dire, c'est rendre le patinage autrement que ce qu'on voit à la télé aujourd'hui avec du sport, des juges et un individuel sur glace. Une vraie lecture artistique, ce qui a fait d'ailleurs votre marque de fabrique pendant toute votre carrière. Oui, aussi, c'est-à-dire que ça a toujours été des thèmes. Moi, c'est les Duchesnay qui m'ont mis sur cette voie-là avant que je commence. Et puis après, j'ai continué. On a fait des thèmes qui pouvaient parler au plus grand nombre à travers le monde entier. Parce que quand j'ai fait Lucky Luke aux États-Unis, ils ne connaissaient pas forcément, alors qu'on était persuadés que Lucky Luke était super connu. Mais c'est pas grave. Le fait que je fasse un thème humoristique en me levant de derrière la barrière, en faisant des grimaces au juge, derrière, il fallait balancer un triple axel. C'était quelque chose que les gens n'avaient pas l'habitude de voir. Donc effectivement, c'est l'audace. Alors toujours, ça m'a pas toujours été très bien valorisé, mais en tous les cas, ça m'a rendu populaire et c'est ce qui a fait aussi ma notoriété jusqu'à aujourd'hui. Donc je peux pas regretter. C'est mon ADN aujourd'hui. Je suis obligé de faire avec. Et pour répondre à votre question, s'il y a une vie après le patin, j'allais dire, c'est un peu compliqué, je trouve, parce que quand on a été un sportif connu et reconnu, c'est compliqué en fait parce qu'en France, on n'arrive pas à changer d'étiquette. Tout simplement. Difficile, ouais. C'est difficile. On ne change pas de casquette. Moi, j'ai plusieurs casquettes. J'ai fait tellement de choses. Et d'ailleurs, vous l'avez énuméré qu'on m'avait présenté. Je fais aussi de la maçonnerie. Je ne suis pas capable de monter une tour comme pourrait le faire la personne qui est assise à côté de moi. Mais en tous les cas, voilà, je suis un manuel plus qu'un intello. Je n'ai pas les éléments de langage qui pourraient permettre de séduire un ministère ou une fédération pour devenir président de la Fédé. Mais en tous les cas, mon expérience, mon expertise et toute mon
on va dire mon chemin de vie fait que je suis un homme qui a beaucoup de richesses, mais que les gens ne perçoivent pas ça de moi parce que j'ai toujours ce côté un peu rigolo, charlot, qui m'empêche en fait de dire ce mec, c'est un mec qui sait gérer, c'est un mec qui sait manager. Alors, Philippe Candeloro, vous parlez de l'argent avec une certaine décontraction. Moi, j'ai lu en préparant votre portrait que vous aviez gagné 200 000 euros par an pendant votre carrière. Vous confirmez ces chiffres que j'ai pu relever ? En fait, c'est un objectif. Ouais. L'objectif de gagner 150 000 euros par an quand on est un sportif qui fait du patinage. Parce que pour un footeux, c'est 15 jours de salaire. C'est ce qu'il gagne par jour. Oui, pour certains, oui. Pour certains. Donc, c'est pour ça que... Alors après, ce rythme-là, j'ai réussi à le tenir pendant mes 20 ans après ma dernière médaille olympique, ce qui est très rare. Parce qu'en fait, quand on est sportif, on s'arrête sur les coups de 32, 35 ans. Moi, j'ai 49 ans aujourd'hui, je continue à patiner et le patinage reste 70% de mes revenus jusqu'à maintenant. Alors forcément, quand il y a moins de contrats, il n'y a plus rien qui tombe. En ce moment, c'est très compliqué parce que tout l'événementiel, tout le côté sportif, les rendez-vous avec les entreprises pour faire du séminaire, tout ça, tout a été bloqué. Donc forcément, en ce moment, c'est un peu tendu. Mais c'est un objectif que je me suis fixé. Il y a eu des années, j'ai gagné bien plus que les 200 000 euros pour l'année. Ça me permettait de mettre de l'argent de côté dans la tirelire, dans la cagnotte qui gère mon nom et mon image, c'est-à-dire Candeloro ISM. Et puis, c'est Candeloro ISM qui distribue les dividendes, ce dont on a besoin pour faire vivre le foyer où on est 5. Et je peux vous dire qu'un foyer à 5, aujourd'hui, il faut gagner bien sa vie pour être normal. Même pas, on n'a pas l'occasion de s'acheter des sacs Louis Vuitton toutes les semaines. Philippe Candeloro, vous avez été bien conseillé pendant que vous étiez sportif, parce que objectivement, c'est pas simple. On avait reçu sur le plateau d'Oser Investir Bruno Bellone, footballeur, qui avait comme meilleur ami de son père un promoteur, Norbert Fanchon, et qui l'a malheureusement un peu légèrement escroqué. Ouais. Pour ce qui vous concerne, le gros problème, quand on commence à être un peu connu, on nous prend pour des personnes naïves, surtout les sportifs. Ouais. Donc on a tendance à faire confiance à ceux qui sont à côté de nous, aux amis des amis. Alors un conseil, c'est normalement, pour l'argent, il ne faut jamais travailler avec des amis. Jamais. Même si le gars il est bon et qu'il a fait fortune à côté de vous, prenez plutôt des gens extérieurs parce que l'argent vous fait tout perdre. Alors après, investir dans l'immobilier, oui, il faut se renseigner, mais il faut connaître un petit peu ses affaires. Il ne faut pas dire je fais confiance et puis débrouillez-vous. Ou alors c'est comme le casino, j'en mets 10% et puis vous débrouillez avec ça, le reste je m'en occupe. Mais voilà, il faut quand même connaître un minimum ses affaires. Et moi j'ai eu la chance d'avoir mon frère qui était mon directeur administratif financier qui m'a conseillé que ce n'était pas son métier. Mais au moins je me suis dit, s'il y a un mec qui se barre avec mon pognon, au moins ça restera dans la famille. Justement, Philippe Candeloro, votre premier placement financier, c'était quoi? Vous l'avez fait pendant votre carrière ou après? Alors, ça a été juste avant la dernière médaille olympique de 98. J'étais déjà avec ma compagne, Olivia, et on cherchait un endroit. Alors, c'était plus un appartement. Du coup, je suis tombé sur une maison dans un petit lotissement du côté de Carrières-sur-Seine, qui était le village... C'est dans les Yvelines. C'est où habitait ma femme déjà, depuis une vingtaine d'années. Et on est tombé amoureux de cette maison et puis j'ai investi dans cette maison. Ça a été un grand pas parce qu'à l'époque c'était une maison qui valait quand même 1 million de francs, un truc comme ça, 1 million 150 000 euros. Ouais, un peu plus quand même, 200 000 euros. Donc et puis ça nous a permis d'évoluer dans cette maison, construire avec les enfants. Il y avait deux étages. Puis tout le monde avait la même maison, donc il n'y avait pas de jaloux en fait. Non mais c'est vrai, quand vous êtes quelqu'un de connu, vous installez dans un endroit, vous avez une belle maison, en France les gens sont souvent jaloux de la réussite des autres. Là finalement j'ai vécu au milieu de plein de gens dans un endroit où tout le monde avait plus ou moins les mêmes maisons et puis ça se passait très très bien, j'avais un bon entourage, un bon voisinage. Voilà. Philippe, vous êtes un être sincère, lucide, franc, attachant, un peu showman, pour ne pas dire hyperactif. N'est-ce pas une difficulté quand on est haut en couleur, vous allez nous répondre, d'envisager une reconversion? Si, j'explique souvent que quand on est connu et reconnu, que c'est compliqué, parce qu'aujourd'hui, moi, si on prend mon CV scolaire, il est quasiment nul, il n'y a rien. J'ai patiné à l'âge de 7 ans et demi jusqu'à encore aujourd'hui. Alors ça ne veut pas dire que je suis con et que je suis bête, c'est loin de là, parce que en fait, ma vie, elle a évolué en fonction de ce que j'ai connu sur le terrain. Ouais. Donc forcément, il n'y a pas l'intelligence culturelle et du langage qu'il faut pour séduire peut-être des grands industriels. Mais en revanche, la motivation, l'endurance pour monter bien un projet, là par contre, je suis imbattable. Le cinéma, ça vous tente pas? Parce que j'ai vu que vous avez tourné dans Mongeville pour France 3.
Je pense que pour le cinéma, c'est un petit peu trop tard. On avait espéré parce que effectivement, j'avais ce côté un peu bébel, Titi parisien, la voix. Mais pour des doublages de films, on n'a jamais compris comment ça se fait que les gens sont pas venus vers moi parce que j'ai une voix très reconnaissable. Après, le jeu d'acteur, c'est un métier quand même. Il aurait fallu sinon écrire un scénario autour de ce que je suis dans la vie de tous les jours, pas forcément le patineur. Mais plus un bébel, quoi. Voilà. Je voudrais poser une question un peu provoque. On sait les scandales que font les notes dans le patinage artistique. Est-ce que certaines fédérations, comme l'émission s'appelle Oser Investir, investissent dans certains juges ou les juges de certains pays ? Il y a eu un moment. Je pense qu'il y a eu quand même des mallettes qui ont dû circuler, ou des mallettes, ou des mallettes, pas forcément avec des billets, mais peut-être avec un bloc de foie gras à l'intérieur ou une bonne bouteille de vinasse. mais c'est pas Aujourd'hui, on n'a jamais pu mettre aussi un tocard sur la première marche du podium. Il faut quand même que les athlètes fassent leur boulot. Je vous cache pas qu'entre un Français et un Américain, vous avez la fédération américaine qui investit 30 ou 40 millions de dollars par an au sein de la fédération internationale. Et nous, pauvres Français, on amène des gens qui font le spectacle, mais on n'amène pas d'argent. Donc à un moment donné, on se dit, si l'Américain il n'est pas sur le podium, la fédération internationale va se dire, à un moment donné, on va avoir besoin de fonds, quoi. Alors, comme le veut la tradition d'Oser Investir, Philippe Candeloro, vous avez la forme, vous, aujourd'hui. Vous avez retenu une musique pour terminer notre rencontre de ce matin. Oui, il s'agit du groupe languedocien Réglisse, qui sort en 93, Mets de l'huile, et qui deviendra son tube en s'installant à 2 reprises en tête du top 50. Il restera classé pendant, accrochez-vous bien, 32 semaines consécutives. Alors, pourquoi ce choix, Philippe ? C'est quand j'étais à Fourmeux en stage, un jour on me balance cette musique, il y avait des gens de Montpellier qui étaient dans le coin, parce que je crois que c'était de ce coin-là, Réglisse. Oui, et puis effectivement, on écoutait ça en boucle et tout ça, donc à la fin, c'était une musique très, très emballante. Et puis j'ai commencé à faire une exhibition sur cette musique-là, où j'arrivais avec un énorme pétard. Alors imaginez le patinage très, très, très classique, très, très poète de temps en temps. Le mec, il arrive, il a mis un cigare énorme comme ça pour le faire voir à la télévision. Et puis il y avait le mouvement du bassin qui allait avec. Enfin voilà, et puis c'était une musique qui était super connue et appréciée à ce moment-là. Donc j'ai surfé en fait avec eux. Et ça a été des bons souvenirs pour moi. Arriver avec un pétard, c'était stupéfiant. Oui. Bravo Philippe. Bravo. Merci d'être passé du côté d'Oser Investir ce dimanche matin. Avec plaisir. C'était le 74e numéro d'Oser Investir, un numéro stupéfiant. Merci de nous avoir suivis. Et vous pouvez le retrouver intégralement sur sudradio.fr ou sur oserinvestir.fr ou sur l'ensemble de nos systèmes digitaux. Merci de votre fidélité. Et à dimanche prochain. Sud Radio, le grand matin week-end, Oser Investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Avec Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.